messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Voici Le Monde en 30 minutes. Le sommaire. Enquête sur les femmes autochtones, génocide, conclut le rapport. 23e sommet de Saint-Pétersbourg en Russie. Vente d'Air Transat, plus qu'une offre. 30 ans depuis Tiananmen. Haïti, deuxième volet du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le dossier Petro-Caribé. Les détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, avant de vous présenter, de vous livrer les détails de ces grands titres, nous sommes heureux, comme toujours, d'accueillir notre collaboratrice Linda Chéri. Comment vas-tu, Linda? Très bien, merci Pierre-Michel et toi? Ça va très très bien, ça va super bien. Dans cette actualité, mesdames, messieurs, donc comme vous le devez le savoir, les femmes autochtones sont bel et bien victimes de génocide. C'est ce qui ressort du rapport de 1192 pages présenté en 2 volumes et il n'y a pas longtemps par cette commission qui a travaillé pendant longtemps sur ce dossier, Linda. Malheureusement, une mauvaise nouvelle pour le Canada qui est reconnu pour sa joie de vivre et sa qualité de vie, pour ses droits sociaux. L'enquête a démontré, l'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. C'est un rapport qui a été rendu public lundi, mais dès vendredi, on avait au moins une idée de qu'est-ce que contenait ce rapport. Ce rapport conclut au génocide canadien qui a été rendu possible, et je cite, par les actions et inactions de l'État enracinées dans le colonialisme et l'idéologie colonialiste. Donc alors le mot génocide, ça suscite vraiment beaucoup de réactions de la part des leaders politiques parce que le mot est fort. Très fort, d'ailleurs même le Québec réfute ce mot-là. Le mot fait mal parce qu'il se retrouve 122 fois dans ce rapport-là que tu dis qui est vraiment près de 1200 pages. Cependant, le premier ministre Justin Trudeau, il a déclaré qu'il acceptait les conclusions des commissaires de l'enquête nationale. Et il accepte le mot génocide. Oui, il accepte le mot génocide parce que, il faut le reconnaître, parce que les gens, ils pensent que la situation des Autochtones, c'est quelque chose qui est daté de 10 ans, 20 ans, mais non, on parle des siècles et des siècles d'abus et des siècles qu'on peut dire de colonialisme, comme ils l'ont dit dans le rapport, et surtout le fait qu'on voulait les assimiler donc à la société, à la nouvelle société québécoise et leur faire oublier leurs racines et leur culture. Donc ça va au-delà de tout ça, parce que lors des témoignages pendant cette enquête, ce qui est ressorti, c'est que souvent, on essayait d'appliquer la justice québécoise ou canadienne aux Autochtones, mais au détriment de leur culture. Parce que, comme par exemple, je vais prendre un exemple qu'on a donné, quand on parle d'entrée par effraction, l'entrée par effraction est considérée comme un crime. Cependant, dans une culture autochtone, si quelqu'un rentre par effraction pour s'abriter et se protéger, ce n'est pas un crime. C'est tout simplement, c'est une question de survie. Donc, il y a tous ces choses-là. Et il y a surtout le fait que près de la moitié des enfants autochtones sont pris en charge par la DPJ. On en a parlé, eux autres, ils sont vraiment victimes parce que souvent, on accuse leurs parents d'être des irresponsables quand souvent, c'est qu'on ne comprend pas trop bien leur culture. C'est ça. Alors, les commissaires ont lancé 18 appels, Linda, sous forme de recommandations, dont la création d'un ombudsman et d'un organisme de surveillance de la police. Oui, sauf qu'il faut rappeler quelques autres chiffres qui sont quand même importants. On ne chiffrera pas le nombre de femmes autochtones disparues parce que c'est impossible de vraiment tenir le compte. Mais on parle qu'en 2014, il y a eu 1181 femmes autochtones qui avaient disparu. Qui étaient assassinées. Bon, c'est en 2014 qu'on a sorti ces chiffres-là, entre 1980 et 2012.
Donc, le cas le plus ancien remonte à 1951. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu aussi toute cette histoire d'abus sexuels par la police elle-même dans la région de Val-d'Or. Donc là, on parle de... Bon, il y a beaucoup de gens au Québec qui critiquent un peu le fait qu'il y ait une section dédiée au Québec. On ne le fait pas parce que c'est que la situation au Québec est pire, mais c'est tout simplement parce que le Québec est considéré comme une société distincte. Voilà. Exactement. Il y a la question de la langue qui est différente ici au Québec. Comment ça joue dans la situation. En fait, il y a eu beaucoup de recommandations. Le Premier ministre a promis que dans quelques mois, on va mettre en place les mesures nécessaires pour rectifier à tout ça, pour que ça ne se reproduise plus, parce que vraiment, ça c'est une mauvaise image du pays et c'est ce qu'on ne voudrait pas. Surtout à l'extérieur. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que les rapports, on a tendance à les tabletter. Ça, oui. Et c'est pour ça que nous, ici, à la télévision haïtienne de Montréal, on promet qu'on va avoir nos caméras allumées et nos yeux ouverts sur la suite à donner à tout ça. Oui, et avant de conclure, il faut rappeler que, comme tu l'as mentionné, oui, c'est une enquête qui dure, ça fait longtemps. Ça a commencé le 3 août, c'est le 3 août 2016 que Justin Trudeau avait confié le mandat de cette commission à la juge autochtone Marion Boller. Il y a eu plusieurs démissions. Et la plupart des démissions étaient sur le fait que les gens pensaient que les Autochtones n'avaient pas vraiment le pouvoir qu'il fallait pour que l'enquête se passe normalement. Mais tant bien que mal, on est arrivé jusqu'ici et le rapport est sorti. Maintenant, c'est le moment de penser nos plaies et voir de quelle manière on va avoir une solution à long terme. Absolument. Dans cette actualité, mesdames, messieurs, Donald Trump mérite la prison. Je ne veux pas le voir destitué. C'est ce qu'a dit en substance Nancy Pelosi, qui est la présidente pour les démocrates de la Chambre, enfin présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis. Elle souhaite que Donald Trump soit battu en 2020, de façon à ce que, redevenu citoyen, il puisse être poursuivi pour plein de choses, entre autres cette affaire relative à l'intrusion possible de la Russie dans la campagne électorale américaine qui a vu justement Donald Trump devenir le 45e président des États-Unis. Linda, il fallait s'y attendre. Oui, il fallait s'y attendre parce qu'on parlait vraiment il y a 2 semaines du rapport Mueller. Une des choses qui a ressorti, c'est que ce que M. Mueller a fait comprendre, c'est que lui, il n'avait pas les pouvoirs qu'il fallait pour pouvoir inculper le président des États-Unis, que ce soit la Chambre et le Sénat qui faisaient les procédures nécessaires pour l'impeachment, ou bien lorsqu'il serait citoyen. Redevenu citoyen. Mais malheureusement, aux États-Unis, on demeure président pour la vie. Dans quelle mesure ce sera possible, on ne sait pas. En tout cas, l'amorce d'une procédure de destitution ne retrouve pas les faveurs des gens, les faveurs de l'opinion publique. Et c'est un exercice ardu. D'ailleurs, oui. Mme Pelosi s'en est rendue compte. Oui, c'est compliqué parce que la dernière fois qu'il y avait eu une idée d'impeachment, c'était avec Nixon. Sauf que c'était tellement compliqué, Nixon lui-même a jugé que ça aurait été une meilleure chose qu'il rende le tablier. Qu'il rende le tablier. On a tenté de le faire avec Bill Clinton. Et encore là, on a vu que ce n'est pas vouloir, ce n'est pas pouvoir dans ce cas-là. Ouais. THM, la télévision haïtienne de Montréal, est fière de vous présenter une fois de plus la Carifiesta. Soyez fidèlement branchés sur THM pour regarder en direct le plus beau défilé coloré de Montréal, la Carifiesta. Chars allégoriques, costumes éclectiques, au son de la bonne musique. Pour toute information, écrivez-nous sur info@thmtl.com. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, messieurs,
voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en 2 parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité. Sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre niveau. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. L'actualité, mesdames, messieurs, c'est la 23e édition du sommet de Saint-Pétersbourg qui a pris son envol il y a 2 jours en Russie. 17 000 participants venus de 75 pays prendront part à cette grande messe économique, l'équivalent du Davos, mais en Russie. Entre autres invités, le président chinois Xi Jinping et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le portugais. Voici à ce sujet un reportage de nos collègues d'Euronews. Le forum de Saint-Pétersbourg en Russie est l'occasion de donner corps au rapprochement sino-russe. Le géant de l'énergie Novatek a ainsi signé un accord avec le groupe pétrolier chinois CNPC pour une prise de participation de 10% dans un méga-projet gazier dans l'Arctique russe. Un attelage célébré au champagne et amené à durer dans le temps. CNPC est notre partenaire le plus important. Ils détiennent une participation de 20% dans notre méga-projet de gaz naturel liquéfié de Yamal LNG. Et là, ils viennent de prendre 10% dans le projet Arctic LNG. Au Kremlin mercredi, le géant chinois des télécoms Huawei a signé un accord avec la firme russe MTS afin de déployer la technologie 5G dans le pays. Un pied de nez à Washington, tant Huawei, accusé d'espionnage, symbolise la guerre commerciale et technologique que se livrent la Chine et les États-Unis. Pour le président de MTS, cet accord est la suite logique d'une coopération dans les réseaux engagée avec Huawei. L'accord est avant tout de nature technologique. Nous investissons dans des projets pilotes communs et dans le déploiement de la 5G avec Huawei dans plus de 170 pays. Nous sommes indifférents aux facteurs politiques. Nous nous concentrons sur la rationalité et sur ce qui est rationnel du point de vue de nos réseaux. L'an dernier, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont dépassé les 100 milliards de dollars, un chiffre en hausse de 25%, un dynamisme et une interdépendance que les deux puissances veulent encore accentuer. Il y a un très haut niveau d'interaction politique et aujourd'hui, le monde des affaires tente de répondre de manière adéquate à ce niveau de relations politiques. Car les opportunités avec le marché chinois augmentent. La Chine a ouvert ses importations de poulet et de lait pour nous, alors que c'est un marché difficile à pénétrer. Alors qu'il reçoit des invités de marque au sommet de Saint-Pétersbourg, le président russe numéro 1 de ce pays, Vladimir Vladimirovitch Poutine, n'a pas été invité au 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Selon de nombreux observateurs, c'est une sorte de rétention de l'histoire parce que, estime-t-il, n'était-ce de cette victoire sur le front de l'Est de l'armée rouge à l'époque de l'URSS, aujourd'hui peut-être que tout le monde en Europe parlerait allemand. La Maison-Blanche et le département du commerce américain veulent affaiblir le numéro 1 chinois des télécoms, Huawei, en lui interdisant de vendre du matériel technologique aux États-Unis et également en lui interdisant d'acquérir des technologies
américaine. Tout ça en raison de la 5G pour 5e génération, dont le géant chinois a pris les devants sur Samsung et sur Apple. La vente d'Air Transat revient dans l'actualité parce qu'il y a une offre qu'on ne soupçonnait pas, Linda. Exactement, Pierre-Michel. Il semblerait que avant même que l'idée de vendre Air Transat était connue du public, il y avait déjà une offre sur la table, non sollicitée quand même, mais du groupe MAC, qui est une offre qui est beaucoup plus alléchante que celle d'Air Canada. Beaucoup d'observateurs pensaient déjà que c'était une très mauvaise idée pour Air Canada d'acquérir Air Transat, mais pas pour Air Canada lui-même, mais plutôt pour le consommateur, parce que ce serait quasi monopole ici au Canada. Et le groupe MAC, non seulement il voudrait acquérir Air Transat, mais il allait retirer Air Transat de la bourse. Donc, ça allait devenir une société privée. Et ce qu'il offre, c'est 14 $ l'action, quelques sous de plus qu'Air Canada, mais qui fait une grosse différence. Donc, maintenant, on est quasi au stade neutre. On ne sait pas de quel côté ça va pencher. On attend toujours. Oui, on attend toujours. Oui, c'est ça. Mais il en a profité, le patron du groupe MAC, d'apporter quelques commentaires par rapport à Air Canada, dont il juge que le service à la clientèle est déficient, qu'ils ne sont pas trop forts au niveau du bilinguisme et tant d'autres choses qui pourraient peut-être faire pencher la balance de son côté. Oui, j'imagine que les consommateurs doivent un tantinet soit peu commencer à sourire. L'actualité nous amène à parler de cette erreur judiciaire relative au cas de 5 jeunes condamnés pour le viol d'une joggeuse dans Central Park, Linda. Alors, c'était Anton McRae, Kevin Richardson, Youssef Salam, Raymond Santana et Corey Wise, 5 jeunes hommes qui étaient des mineurs à l'époque. La première image que vous avez vue, c'était l'image de Linda Feuerstein, qui était la procureure, qui était responsable du département des crimes sexuels. Alors, ces 5 jeunes hommes, en 1989, ils ont été accusés, mais plutôt on les a fait passer aux aveux. Ils ont été forcés à faire des aveux pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Alors, on peut rappeler l'histoire, pourquoi on la rappelle, c'est que cette semaine, il y a eu la première sur Netflix de When They See Us, qui est une mini-série de Ava DuVernay, qu'on connaît très bien pour ces films qui ont toujours ce petit caractère historique. Pourquoi on parle de ça? C'est justement qu'après la diffusion de ce film, après la diffusion sur Netflix, il y a eu quand même des échos sur Madame Feuerstein, qui a été forcée de fermer ses comptes de médias sociaux, et on appelle au boycott, parce qu'elle est devenue auteure à succès, on appelle au boycott de ses livres, et on lui a demandé, elle a remis sa démission parce qu'elle était sur le conseil d'administration du collège Vassar, qui est un très grand collège aux États-Unis. Aussi, elle était sur le conseil d'administration de plusieurs organismes de charité. Elle a dû remettre sa démission. Elle dit que ce sont des mensonges, qu'elle ne croit pas avoir mal agi dans ce cas. Et pourquoi aussi on veut rappeler le Oui, parce que Donald Trump n'est pas tellement loin de ça. Il n'est pas tellement loin de ça, alors que Donald Trump a tenté lui-même d'applaudir le travail d'Eva DuVernay, qui lui a rappelé très vite qu'il avait payé des milliers de dollars pour prendre 2 pages d'annonces dans le New York Times en demandant la peine de mort pour ces jeunes. Les erreurs judiciaires sont très communes aux États-Unis, mais c'est très rare que nous avons des films comme ça qui rappellent un petit peu la grossièreté de leur manière de gérer les cas, parce qu'il faut rappeler que ces 5 jeunes ont été condamnés sans aucune preuve physique. C'était basé seulement sur des aveux et des aveux qu'ils ont été forcés. Donc, on sait comment, des fois, la police opère. Malheureusement, aussi, ça met en lumière le fait que lorsqu'on ne connaît pas ses droits, donc les parents, eux autres aussi, ont été utilisés dans tout ça. Donc, ça donne ce cas dramatique. Ils ont, bien sûr, poursuivi l'État de New York. Ils ont eu 41 millions de dollars à partager entre eux 5. Et petite anecdote, ce n'est pas drôle. Un des jeunes n'était pas sur la liste des suspects. Il s'est seulement rendu au poste pour supporter
son ami qui lui était accusé et on a profité pour le garder là. Ouais. Et aussi, il faut rappeler que le vrai coupable, donc c'était une personne qui avait violé cette femme, donc ces jeunes ont été en prison, le vrai coupable a violé 4 autres femmes, dont une femme enceinte. L'actualité, mesdames, messieurs, c'est les 30 ans de Tiananmen. C'est tout un mouvement social dont le point culminant était ce massacre sur la place Tiananmen. Linda. Oui, c'est ça. Il y a 30 ans, cette semaine, c'était vraiment, Tiananmen, c'est quoi? C'était vraiment le point culminant de plusieurs révoltes, principalement des ouvriers et des étudiants chinois qui voulaient quand même que la société chinoise devienne une société démocrate. Nous avons vu quelques images de Tiananmen. Jusqu'à présent, la Chine se défend des décisions qu'ils ont dû prendre ce jour-là. Vous voyez là les quelques images de comment ça s'est passé. Nous avons un petit reportage qui présente un petit peu la situation, qui résume qu'est-ce que c'est Tiananmen. Alors de nos collègues de Des soldats. Une place silencieuse où rien ne fait écho à la violente répression menée au même endroit il y a 30 ans jour pour jour. Aucune commémoration n'est prévue pour revenir sur cet épisode de manifestations majeures qui ont défié le régime de manière inédite et qui s'est inscrit dans l'histoire du pays. Un épisode qui a débuté en avril 1989. Pendant plus de 6 semaines, près d'1 demi-million de personnes, en majorité des étudiants, mais aussi des ouvriers, sont venus défendre les valeurs démocratiques. Une contestation partie de la capitale qui a aussi cristallisé le mécontentement lié au niveau de salaire et à l'inflation et qui a fini par gagner d'autres villes de Chine. Mais dans la nuit du 3 au 4 juin, l'armée chinoise ouvre le feu et écrase cette mobilisation pacifique dans un bain de sang. Deng Xiaoping, qui dirige alors le pays, décide d'employer la méthode forte. Les balles fusent, les blindés s'engouffrent sur la place Tiananmen et dans les rues adjacentes. Combien y a-t-il de victimes? Les autorités chinoises n'ont jamais communiqué de bilan officiel, mais les estimations oscillent entre plusieurs centaines et plus d'1 millier de morts. Le lendemain, cet homme s'élève seul face à une colonne de chars. Les images font le tour du monde et deviennent un véritable symbole. Mais leur diffusion reste à ce jour interdite dans le pays. Nul ne sait ce qu'il est advenu de cet inconnu, ensuite écarté de force. Le Canada n'a pas à se mêler des affaires du Venezuela. C'est une déclaration qui a été faite par Diosdado Cabello, qui est le numéro 2 du chavisme et président de l'Assemblée nationale constituante du Venezuela. Il a fait cette déclaration alors qu'il était en déplacement à Cuba en conférence de presse. Il a été questionné par des journalistes sur la sortie de Mme Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, qui parlait à la suite d'une réunion avec le groupe de Lima, qui disait que Cuba avait un rôle à jouer dans la résolution de la crise, qui a vu Juan Guaido s'autoproclamer président de ce pays, alors que tout le monde sait qu'il y a un président qui a été démocratiquement élu dans ce pays de Simón Bolívar. Alors, M. Diosdado Cabello a dit que le Canada n'a pas à se mêler des affaires du Venezuela, ce qui a fait également réagir M. Rodriguez, qui est le ministre cubain des Affaires étrangères, qui disait que la relation entre Cuba et le Venezuela n'est pas négociable. Donc l'appui du gouvernement cubain au président vénézuélien élu démocratiquement, Nicolás Maduro, n'est pas négociable. Faire la lumière sur comment les fonds de Petro-Caribé ont été dépensés, telle a été la tâche de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en Haïti. Véritable charge à fond contre le président Jovenel Moïse, selon les tenants du pouvoir. Ce rapport, le deuxième, qui a été livré il n'y a pas longtemps, fait couler beaucoup d'encre, Linda.
Oui, selon les chiffres qui sont sortis, que nous voyons plutôt sur les médias sociaux, parce qu'il n'y a rien vraiment de concret qu'on a pu mettre la main dessus. Il semblerait que, on accuse le président actuel d'Haïti d'avoir profité un peu des fonds pétrocaribés. Alors qu'il n'était pas encore président, il était simple entrepreneur. Qu'il était simple entrepreneur. Dans Agritrans. Oui, et qu'il y aurait des fonds qui ont été dépensés pour des projets qui n'ont jamais qui ne sont jamais arrivés à bon port. Cependant, jusqu'à présent, les seules choses qu'on entend de ce rapport, ce sont les implications de Jovenel Moïse. Sur 30 pages. Hein? Sur 30 pages. Parce que le rapport est de 612 pages. C'est ça. Cependant, il ne faut pas oublier, il faut rappeler que les fonds pétrocaribés n'étaient pas là pendant la présidence de Jovenel. C'est étalé sur 3 présidences, Préval, qui n'est plus de ce monde, exact. Michel Martelly et Jocelyn Privert. C'est ça. Selon nos sources, le gouvernement actuel, bien sûr, compte démentir le rapport parce qu'il semblerait, corrige-moi si j'ai tort, que tous les juges n'auraient pas signé ce rapport. Les commissaires de la Cour supérieure des comptes, il y a une sorte de chose abracadabrante qui a été faite. On a l'impression que ça a été, c'est une impression, que ça a été fait dans la précipitation, puisque tout de suite après, ils ont présenté un deuxième rapport, dit rapport corrigé dans la forme. On n'a pas tellement compris ce que ça veut dire. On a corrigé le rapport dans la forme, mais le fond reste le même. Et on aurait dit que, par exemple, Agritrans, que dirigeait le citoyen Jovenel Moïse, et Betex, 2 compagnies différentes, avaient les mêmes patentes, les mêmes CIF. C'est une sorte d'empreinte lorsque vous faites affaire avec la DGI, qui est la Direction Générale des Impôts. Donc, chaque compagnie a sa patente. C'est comme une sorte d'ADN de la compagnie. Ça, tout le monde n'a pas les mêmes empreintes. Voilà. Oui, son numéro de référence, comme on a pour les compagnies ici. C'est ça. Donc, l'erreur, c'est que on a donné dans le rapport, comme pour vrai, que Betex et Agritrans avaient le même numéro. Le même numéro de patente et le même CIF. Chose qui a été démentie par Chose qui a été démentie, non seulement par la Direction Générale des Impôts, qui a donné les 2 numéros des 2 compagnies, et en même temps aussi par les avocats, etc., parce qu'il y a plein de détails. Mais ce qui étonne beaucoup de gens et observateurs, c'est qu'il y a plein de gens dont les noms sont cités, mais on ne parle que de Jovenel Moïse dans ce dossier-là. Voilà. Alors, il n'est que d'attendre, on va voir ce que les prochains jours nous apporteront sur cette épineuse question des fonds pétrocaribés. D'ailleurs, tout le monde veut savoir ce qu'il est advenu vraiment de ces fonds qu'on estime, selon que l'on soit devant ou derrière la barricade, tantôt 2 milliards, tantôt 3 milliards, mais on n'a pas vraiment les détails officiels du montant exact. On a dit 1,5 milliard, ensuite 2 milliards. Selon l'opposition radicale, c'est 4 milliards. Alors donc, il y a beaucoup de chiffres. Le temps qu'on ait les données officielles sur ça, et peut-être avec le rapport... On attend toujours. On attend toujours, voilà. Heureusement que dans cette actualité, Linda, il y a une fois de temps en temps une bonne nouvelle, et la bonne nous emmène sur le continent africain, l'Alma Mater, pour parler de ce panafricaniste Kémy Séba, justement, qui se bat en faveur de l'autodétermination des peuples africains. C'est très bien, Pierre-Michel, c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec Kémy Séba. Pour ceux qui ne le savent pas, son dernier livre rappelle étrangement un slogan qu'on connaît très bien. Le dernier livre de Kémy Séba, c'est l'Afrique libre ou mourir. C'est un livre dans lequel il parle de l'importance de l'autodétermination des peuples africains. Comme nous le savons très bien, comme Haïti, les peuples africains ont été aussi victimes du colonialisme. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose qui continue encore parce que on sait très bien qu'ils ne sont pas du tout responsables de leur économie. De leur économie, et n'oubliez pas que ces indépendances africaines-là, parce qu'on en parle souvent, c'est des indépendances qui ont été accordées. Ce n'est pas des indépendances qui ont été gagnées comme celle, par exemple, que Haïti a gagnées au détriment de la France et de l'armée napoléonienne. C'est des indépendances qui datent des années 60, donc qui ont été accordées, mais le colon est toujours derrière les rideaux et tire les ficelles de l'économie, de tout ce qui doit
se faire dans ce pays. Exemple, on prend le franc CFA, Linda. La France imprime et contrôle cette monnaie, le franc CFA, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique. Et c'est la France qui dicte le coût de le rythme. Exactement, et le coût de l'exportation voilà. des produits africains. Donc nous savons que l'Afrique est très riche, malgré qu'elle ait été pillée depuis des siècles. Jusqu'à présent, il existe encore des richesses qui parlent du diamant, de l'ivoire, du cacao, de l'uranium, du pétrole, de tout. Hein. De tout. C'est la fin, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, de ce magazine Le Monde en 30 minutes. Nous vous rappelons les titres que nous avons développés pour vous. Enquête sur les femmes autochtones, génocide, conclut le rapport. 23e sommet de Saint-Pétersbourg en Russie, l'équivalent du Davos, mais en Russie. Vente d'Air Transat plus qu'une offre. 30 ans depuis Tiananmen. Et puis en Haïti, deuxième volet du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le dossier Petro-Caribé. Excellente suite de programmes sur la télévision haïtienne de Montréal, votre chaîne. À la prochaine.